Guy Bedos, la politique, c'est, on le sait, un de vos thèmes, un de vos sujets de prédilection. Oui. Mais dans le spectacle, vous tapez désormais beaucoup plus sur la gauche, et même quasiment essentiellement sur la gauche. Y a-t-il des membres du gouvernement qui ont eu le courage de venir vous voir? Je cherche... Apparemment, pas beaucoup. Dominique Strauss-Kahn, mais en tant que mari d'Anne Sinclair, ouais. qui est ma copine. Martine Aubry, non? Martine Aubry, non. Je pense qu'elle a un agenda très chargé. Jean-Pierre Chevènement que vous épinglez. De toute façon, Jean-Pierre Chevènement est malade, vous savez. Oui, mais il peut aller au spectacle, quand même. C'est ce que vous dites dans votre spectacle. C'est pas le vrai Jean-Pierre Chevènement. C'est le figurant qui double Mr Bean d'habitude, qui est là. Mr Bean, il viendra peut-être, mais Chevènement n'est pas sorti. L'opération n'a pas eu lieu, vous savez. Donc, c'est pas lui. Guy Bedos, dans l'actualité de ce matin, est-ce qu'il y aurait un thème qui pourrait vous inspirer pour le sketch de ce soir, par exemple? Non, mais je regardais par exemple la Corse. La Corse, c'est pas, j'allais dire un pays, c'est pas un département qui m'est tout à fait étranger. Je le dis parfois pour rire, c'est mon Algérie de rechange. Bon, c'est la même végétation, c'est la même... bref, c'est même aussi un peu le même tempérament. Je m'empresse de dire que j'aime bien les Corses, moi. Il ne faut pas globaliser. Il y a des têtes de cons parmi les Corses. Mais il y a aussi des gens très bien. Et je pense que l'état de droit et tout ce qu'on veut faire en Corse est bel et bon, mais il faut donner l'exemple. Et il faut qu'à Paris aussi, l'état de droit règne et que certaines affaires soient réglées. Sinon, les Corses, comme les jeunes des cités, comme tant d'autres, se diront, qui commencent déjà par régler le problème du président du Conseil constitutionnel ou du président de la République. On parlera des jeunes en tout cas tout à l'heure. L'actualité internationale, l'Italie est encore sous le choc de l'acquittement du pilote américain accusé d'être à l'origine de la mort d'une vingtaine de personnes il y a tout juste un an. L'avion de ce pilote avait sectionné un câble de téléphérique dans une station de ski des Alpes italiennes. Jugé par une cour martiale américaine, l'aviateur a donc été acquitté. Philippe Bisserias. Embarrassé, mais libre. Quelques minutes après le verdict, Richard Ashby est venu dire publiquement qu'il pensait aux familles des victimes et qu'il priait pour elles. Après 2 jours de procès devant le tribunal militaire de Camp-le-Jeune aux États-Unis, le capitaine des Marines, Richard Ashby, a été innocenté. Le jury a retenu tous les arguments de la défense. Pour l'armée américaine, le drame de Cavalese ne serait qu'un accident. Si l'avion des Marines a tranché le câble du téléphérique le 3 février 1998, c'est parce que les cartes aériennes étaient imprécises et parce que l'altimètre était défectueux. Les familles des 20 victimes, elles, sont choquées. J'ai enterré mon mari il y a 1 an. Aujourd'hui, c'est comme un deuxième enterrement. À Cavalese, dans les Dolomites italiennes, l'émotion est à son comble. Ici, on avait longtemps réclamé que le procès des Marines se tienne en Italie. Pour le maire du village, l'argument selon lequel les cartes aériennes étaient imprécises est une mauvaise excuse. Vous savez, ces villages qui ont été survolés à moins de 100 mètres du sol, ils existaient déjà bien avant la découverte de l'Amérique. En visite aux États-Unis, Massimo D'Alema, le président du Conseil italien, s'est dit déconcerté par ce jugement. Il demandera des explications aujourd'hui à Bill Clinton. Entre les États-Unis et l'Italie, la polémique contient déjà les ferments d'une crise diplomatique. En Turquie, preuve de la tension qui existe dans ce pays depuis l'arrestation du leader kurde Abdullah Öcalan. Un nouvel attentat a eu lieu aujourd'hui à une centaine de kilomètres nord-est d'Ankara. 3 personnes ont été tuées, 10 autres blessées, dont le gouverneur de la province de Kankiri. Cet attentat à la voiture piégée intervient alors que le PKK, le Parti des travailleurs du Kurdistan, vient d'annoncer une intensification de la guerre contre la Turquie. La Sierra Leone est un petit pays d'Afrique de l'Ouest secoué depuis des mois par des affrontements sanglants entre les rebelles et le régime légitime, des affrontements auxquels une force d'intervention ouest-africaine était censée mettre fin. Or, d'après un rapport remis à l'ONU, cette force d'intervention appelée ECOMOG se serait rendue coupable de mauvais traitements sur des civils, y compris des enfants. Des enfants qui avaient été enrôlés de force par les rebelles, qui les avaient maltraités, des enfants qui sont aujourd'hui pourchassés violemment par ceux qui devaient donc pacifier le pays. Commentaire Anne Poncinet. C'est un ancien hôtel transformé en centre d'accueil. Un endroit enfin presque normal pour ces enfants rescapés de la guerre. Moïse, en t-shirt bleu, a été enrôlé de force par les soldats rebelles. Difficile d'en savoir plus, il ne parle pas, ou plus. Est-ce qu'il parle? Moïse? Non, il ne parle pas. Il ne parle plus?
Parce qu'il était dans le camp des rebelles, Moïse a été arrêté par les soldats de l'Ecomog. Des Nigérians qui ont agi comme s'ils n'avaient pas vu qu'il s'agissait d'un enfant. Moïse n'est pas le seul. Au cours de leur attaque de Freetown en janvier, les rebelles ont enrôlé de force 300 enfants. Ils arrêtent les gens, les rassemblent et nous apprennent à tirer. Ils nous font marcher longtemps et nous apprennent à espionner. De la guerre qu'il a côtoyée de si près, Moïse gardera des traumatismes. Difficile à prendre en charge à Freetown, même si aujourd'hui les combats se sont calmés. Oui, il semble traumatisé, mais il n'est pas en bonne santé. Nous allons l'amener à l'hôpital pour comprendre ce qu'il a. Il n'y a pas de médecin ici? Non, les meilleurs docteurs ont quitté le pays depuis longtemps. À Freetown, la chasse aux rebelles se poursuit. La population est fouillée à la recherche de traces de port d'armes. Les enfants n'y échappent pas. Privés d'innocence, ils sont devenus suspects. C'est dans un climat apparemment plus serein que les ministres de l'Agriculture des 15 ont repris les négociations ce matin sur la réforme de la PAC. Si les relations sont plus détendues entre Allemands et Français, il reste beaucoup d'obstacles à franchir avant d'aboutir à un compromis sur le budget agricole. Reportage à Bruxelles, Pascal Golomer, Jean-Jacques Le Garec. Qu'on se le dise, le couple franco-allemand va beaucoup mieux. Fini les bouderies, les deux ministres aiment à dialoguer devant les caméras, le ton se détend. Mais cela ne suffit pas pour régler tous les problèmes, loin de là. Les projections budgétaires, remises aux ministres hier soir au dîner par le commissaire européen, prouvent que le chemin à parcourir est encore long. Ces projections prennent en compte les demandes spécifiques de chaque pays. Des demandes qui, si elles étaient satisfaites, feraient exploser le budget agricole prôné par les 15 chefs d'État à Petersberg vendredi dernier. 260 milliards de francs par an, c'est l'objectif, soit sur la période 2000-2006, la somme rondelette de 2000 milliards de francs. Le dépassement que prévoit la Commission s'élèverait sur cette même période à près de 163 milliards de francs. Et la proposition française de réduire les aides directes versées aux agriculteurs de 3% chaque année ne résoudrait rien. Ce n'est pas 3, mais 15% de réduction qui serait nécessaire pour que le budget de la PAC reste dans les limites fixées. Bien sûr, il ne s'agit que de projections. Au cours de la réunion de ce matin, chaque délégation doit en tout cas rappeler ses priorités, mais c'est mardi seulement que les 15 ministres entreront dans le détail du budget, une belle querelle de chiffres en perspective. Lionel Jospin a estimé ce matin qu'en ce qui concerne la réforme de la PAC, le climat est meilleur, mais que rien n'est encore fait. Le Premier ministre s'exprimait au cours de sa visite du Salon de l'Agriculture. Pour Lionel Jospin, le comité d'accueil était beaucoup plus cordial que pour Dominique Voynet, qui a été, vous le savez, fortement chahuté hier par les agriculteurs. Laurent Hakim, Jacques Récor. Lionel Jospin a bien failli être en retard au rendez-vous. Autorisé une minute de retard. En fait, un coup de fil urgent à donner. J'avais Jean Glavany au téléphone. Ça va? Oui, on en parlera tout à l'heure. Le climat a un peu changé, mais enfin, rien n'est fait. Chaussures de daim noir, veste marron et cravate assortie, le Premier ministre avait endossé le costume du parfait gentleman farmer pour se rendre au salon. À l'heure où Jean Glavany défend à Bruxelles la position française sur l'épineuse question de la réforme de la politique agricole commune, le Premier ministre sacrifiait, lui, au folklore de la grande ferme parisienne. Des dégustations qui s'enchaînent, les noix de coco, jambon de pays et roquefort. C'est bien de nos ministres de ferme. Allez, je ne vais pas avoir besoin de déjeuner à midi, je pense. Mais surtout des agriculteurs qu'il faut rassurer. Rien n'est fait, hein. J'avais Jean Glavany juste avant de rentrer dans le salon. Là. Alors, j'ai eu Jean Glavany au téléphone ce matin. On l'a compris ce matin, Lionel Jospin est porteur des dernières nouvelles de Bruxelles. Ils ont repris le contact. Je pense que la France n'est pas isolée dans la discussion agricole parce que justement elle défend une politique à mon sens cohérente. Le climat est donc meilleur. Mais rien n'est fait, donc nous devons être attentifs et vigilants et défendre cette conception de l'agriculture dont je parlais tout à l'heure. La ronde des hommes politiques va se poursuivre cet après-midi et tout le week-end avec la venue de Jacques Chirac dimanche qui refermera cette édition du Salon de l'Agriculture. On voit pas la vache. Si vous voyez pas la vache, je sais pas quoi. Là c'est grave, hein, mon avis.
C'est un métier difficile, la politique, n'est-ce pas, Guy Bedos, hein? Oh mon Dieu. Qui ont le plus, Lavache ou Lionel Jospin? Il n'est pas dans son emploi, c'est pour Chirac ce qu'il fait là. Alors on va passer à l'actualité sociale. Notez que le comité d'entreprise des chantiers navals du Havre n'a pas pu se tenir ce matin. Cette réunion qui devait annoncer le plan de fermeture de l'entreprise a été reportée par la direction qui a trouvé l'entrée des chantiers cadenassés par des manifestants s'opposant au licenciement. Je vous rappelle que ces chantiers qui doivent fermer en octobre 2000 emploient actuellement plus de 1100 personnes. Et puis les activités dans la mine de charbon de Gardanne devraient reprendre normalement dans la journée. Après 3 semaines d'occupation, les salariés d'une société de sous-traitance sont parvenus à un accord avec la direction de la mine. Cet accord garantit la pérennité de leur emploi jusqu'en août 2000. Dossier de ce journal, alors que Claude Allègre vient de présenter les grandes lignes de ce que devrait être le lycée français au XXIe siècle, nous avons choisi de nous arrêter sur 2 façons d'appréhender les questions de violence et de discipline. Le premier exemple nous vient de Jarny, en Meurthe-et-Moselle, où le principal du collège a décidé de renvoyer temporairement chez eux les élèves de 3e qui n'ont pas fait leur devoir. Une mesure radicale qui est apparemment efficace. Reportage sur place, Jérôme Soulard, Sylvain Gauthier. C'est un collège tout à fait ordinaire, planté dans la paisible campagne lorraine. Ni incivilité ni violence particulière, juste quelques élèves de mauvais exemples qui oublient un peu trop souvent de faire leurs devoirs. Celui qui veut travailler, il travaille, celui qui veut pas, il travaille pas. Ça lui retombera dessus à la fin de l'année, mais c'est tout. Chacun fait ce qu'il veut, je pense. Richard Strauss, le principal, a pourtant décidé de remettre un peu d'harmonie dans le travail de ses élèves. L'avertissement a été envoyé aux familles. Dorénavant, tout manquement d'un élève sera sanctionné par une exclusion temporaire, la convocation immédiate des parents qui devront prendre en charge leur enfant, 1 heure de colle à la maison pour faire ses devoirs en famille avant de réintégrer le collège. Il s'agit surtout de montrer aux familles quel est leur rôle. Elles ont un rôle important à jouer. Bon, l'école, en face de classes hétérogènes, a inventé la pédagogie différenciée. Elle a inventé toutes sortes de dispositifs destinés à venir en aide aux élèves en difficulté. Mais si on n'obtient pas, à un moment donné, une démarche de l'élève qui consiste à comprendre que pour réussir, il faut fournir un travail, je crois qu'on est à côté de l'objectif qu'on s'est fixé. Responsabiliser les élèves, mais également les parents. Dans l'ensemble, ils ont d'ailleurs plutôt bien accueilli cette nouvelle mesure. Ils s'impliquent dans le travail de leur enfant, je trouve que c'est bien. Puis en plus, il y a un phénomène de conseil. Les enseignants ou l'équipe éducative peut les conseiller en leur disant qu'il faut faire comme ci, comme ça. Et certains parents trouvent que c'est bien, quoi. Quant aux délégués de classe de 3e, ils souhaitent déjà que cette mesure qu'ils sont les seuls à subir soit étendue aux autres classes. Moi je pense que comme les 3e sont punis par cette méthode, il faudrait que les autres classes aussi, parce que les 6e qui viennent d'entrer au collège, ils ont commencé à pas travailler, et si on leur mettait la méthode tout de suite, eh ben, ils commenceraient à travailler et ils prendraient pas de mauvaises habitudes jusqu'en 3e. Puis il y a une amélioration dans notre classe qui montre que ça a bien marché, parce qu'il y avait des élèves qui faisaient jamais leur boulot, maintenant ils le font tout le temps. Une mesure toute simple qui respecte les droits des élèves, mais rappelle les règles et les devoirs élémentaires de la vie d'un collégien. Alors le deuxième exemple nous amène ce matin au lycée professionnel Turgot à Roubaix, un lycée qui souffrait il y a quelques années d'une mauvaise réputation et qui a même failli être fermé. Aujourd'hui, il est devenu un établissement pilote en matière de lutte contre la violence. Le personnel a été renforcé et de nouvelles méthodes d'encadrement ont été mises en place. Un système qui fonctionne apparemment si bien qu'il pourrait servir d'exemple. Ella Nug, Alice Bétulard. Première règle, arriver à l'heure. Vous êtes très largement en retard, allez-y et vite. À 8h15, la grille du lycée professionnel Turgot se referme. Le retardataire n'est pas admis en cours, compté pour absent, et toute absence doit être justifiée. Chaque fois, la famille est prévenue, par courrier ou par téléphone. Oui, bonjour madame, Pascal Thomas, CPE au lycée Turgot à Roubaix. Je vous appelle parce que Cédric est encore une fois pas là ce matin. À la première heure à l'appel, il n'était pas là. Et à la deuxième heure non plus. Mais l'élève est aussi invité à la discussion. J'essaie de contacter désormais les élèves directement pour savoir pourquoi tu ne viens pas, quelles sont les raisons qui font que. On essaie de mettre en place quelque chose où l'élève soit véritablement acteur. Il y a 3 ans encore, Turgot était le lycée le moins coté de l'académie. Lanterne rouge pour les résultats, champion pour la violence et les dégradations. Aujourd'hui, les bâtiments ont été rénovés
la surveillance renforcée. D'importants moyens ont été affectés, plus d'une centaine d'adultes encadrent 450 élèves, presque tous issus de milieux défavorisés. Je dis que pour des jeunes en rupture, des jeunes en difficulté, au contraire, l'exigence doit être majeure. Une exigence intelligente, humaine, comprise, non une exigence, j'allais dire, autoritariste ou écrasante, mais comprise par les jeunes avec qui on travaille. Un principe, responsabiliser. Un moyen, le dialogue. Une classe refuse certaines activités en cours. Le problème est aussitôt mis au débat entre élèves, professeurs et direction. Et là, j'étais un peu déçu, quoi. C'est dommage parce que la plupart d'entre vous, c'est vrai que, comme à Reski, on a vu au premier trimestre, tu t'es pris un carton. Dans certains cas d'indiscipline grave, c'est la sanction. Hassan a menacé un professeur et dégradé des locaux. Reçu par le proviseur adjoint, il doit maintenant expliquer sa faute, la comprendre, puis la réparer. C'est ce qu'on appelle l'inclusion, d'accord? Ailleurs, Hassan aurait été exclu. Ici, la sanction est négociée et finalement acceptée. L'élève s'engage. Et j'ai accepté, j'avais pas le choix. Soit j'acceptais les propositions, soit je passais au conseil de discipline. Si je passais au conseil de discipline, j'avais aucune chance d'être repris. Hassan a endommagé une classe. Il viendra travailler 3 heures pendant ses vacances avec l'ouvrier d'entretien. Ça permet aussi aux élèves de voir notre travail parce que c'est vrai que quand nous on fait les classes et qu'on nettoie, ils sont pas là donc ils savent pas. Hein. C'est toujours propre pour eux. Hein. Donc là ça permet aux gamins de voir ce que c'est que nettoyer une salle, quand il écrit sur les tables. En cours, les effectifs sont limités à 24 élèves. Si besoin, la classe est dédoublée ou alors l'enseignement est renforcé. Dans certains cas, une aide éducatrice épaule le professeur et les élèves. Madame, oui, j'arrive. Tu vas remplacer donc ton sujet par... Ça nous aide comme ça aide le prof. Parce qu'avoir 24 élèves dans une classe et avoir tous les chahutements en même temps, poser 20 questions en même temps, bah, ça la chamboule dans un côté. Alors que d'avoir une aide éducatrice, ça nous aide dans un sens comme ça peut l'aider aussi. On peut parler d'enseignement personnalisé, oui. Et différencié parce que bon, les élèves ont des niveaux tout à fait différents, donc on explique différemment pour chacun des élèves. Des méthodes qui portent leurs fruits. Aujourd'hui, le taux de réussite aux examens augmente à Turgot. La violence est maîtrisée, l'absentéisme a été ramené à un niveau raisonnable. Mieux encore, la réputation du lycée est en train de changer. Dans certaines filières, il y a aujourd'hui plus de demandes d'inscription qu'il n'y a de places disponibles. Il faut le rappeler, vous êtes vous-même allé à la rencontre de ce qu'on appelle les jeunes en difficulté, dans ce qu'on appelle aujourd'hui les cités. C'était il y a quelques années à Vaux-en-Velin. Que vous inspirent des expériences comme celles que nous venons de présenter? Voilà, c'est très encourageant. Ça casse justement cette sorte de tic-tac entre prévention d'un côté et répression de l'autre. Ceux qui sont pour la prévention passent souvent pour des angéliques et ceux qui sont pour la répression passent pour des flics cogneurs. Je crois qu'il faut retrouver une relation humaine avec les jeunes gens. Par les parents. Est-ce qu'il faut responsabiliser, comme certains politiques le disent, responsabiliser les parents et quelquefois de façon radicale? Oui, mais c'est-à-dire que il faut au mieux responsabiliser les parents, mais il y a aussi des parents qui sont dans des situations, vous le savez bien, épouvantables. Le père n'a pas de boulot, la mère, elle fait ce qu'elle peut pour nourrir ses hommes. L'image du père aussi. Voilà, alors, bon, donc évidemment, si le môme n'a jamais vu son père travailler, effectivement, quand on lui dit d'aller à l'école. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'erreur à ne pas commettre, c'est de tomber, encore une fois, soit dans le gnangnatisme, soit dans une sorte de folie répressive. Ce ne sont pas des délinquants ontologiques. Et tout ce qui a été dit là, tout ce qui est montré là, ça prouve que quand il y a un dialogue, quand il y a une sorte de prise en compte de l'individu, c'est pas des délinquants dans le ventre de leur mère. Moi j'ai eu affaire à des types qui étaient, je vous jure, c'était pas des enfants de cœur. Et il y avait des coups de gueule et tout ça. Mais c'était formidable parce que un respect mutuel s'instaure.
Guy Bedos, vous restez avec nous, on va parler de votre spectacle dans quelques instants. Tout de suite, l'actualité sportive. Politique, c'est fini. Voilà, c'est fini. C'est vous qui m'impressionnez. Non, on va parler de rugby, puisque vainqueur de 2 grands chelems consécutifs, le 15 de France mettra demain sa réputation en jeu face au Pays de Galles. L'équipe de France pourra en tout cas compter sur la star montante du rugby français. Il s'agit de Thomas Castagnède. Après plusieurs blessures, le joueur est revenu aujourd'hui à son meilleur niveau. Portrait de ce sportif aux multiples talents. Portrait signé Denis Guérin et Emmanuel Bach. Les enfants ne s'y trompent plus, ils en ont fait leur joueur préféré. À 24 ans, Thomas Castagnède a déjà tout gagné, le Grand Chelem avec l'équipe de France, mais aussi une Coupe d'Europe et 4 titres de champion de France avec le Stade Toulousain. À l'époque, le jeune Thomas ne s'est pas encore teint les cheveux en blond, mais tout déjà réussi à cet ingénieur qui trouve encore le temps de monter sur les planches ou de recevoir cette semaine le trophée Midi Olympique du meilleur joueur de l'année. Le garçon pourtant ne joue pas vraiment les vedettes. J'aime pas trop tirer, que ce soit en bon ou en mauvais, sortir un individu d'un groupe. Le rugby représente tellement l'esprit d'équipe et l'esprit de groupe que tirer un homme du lot, c'est assez difficile. Ressortir un joueur du lot, c'est parfois inévitable. Castagnède est bien placé pour le savoir. France-Angleterre, il y a 3 ans, son drop donne la victoire aux 15 tricolores à 2 minutes de la fin. Même scénario, il y a un mois en Irlande, la France est menée au score, mais Castagnède ne tremble pas et réussit la pénalité qu'il ne faut pas manquer. Vous savez, quand on est buteur, il faut être très fort mentalement. Si on n'est pas fort mentalement quand on est buteur, c'est pas les buts faciles qu'il faut mettre, c'est les buts difficiles. Et Thomas, il a cette capacité-là, c'est de mettre les buts difficiles. Le demi d'ouverture français n'est pas seulement buteur. Plus que d'autres, il incarne le jeu à la française, fait d'improvisation et de prise de risque. L'an dernier, par ses coups d'œil et ses coups de rein, il fut à l'origine de la démonstration française à Wembley face aux Gallois, 51-0. Castagnède, l'alliance du talent et du culot. Dans la vie, je me pose pas trop de questions. Je fonctionne à l'intuition et à l'envie. Ainsi va Thomas Castagnède, petit génie du rugby français qui voudrait bien s'offrir un nouveau grand chelem en attendant l'automne prochain et la Coupe du Monde. Des nouvelles à présent de la course à la voile autour du monde en solitaire avec escale. L'Italien Soldini qui avait secouru la Française Autissier a été gratifié d'une bonification de 24 heures. Quant à Marc Tiercelin, il attend l'arrivée dans les prochaines heures d'un mât tout neuf pour remplacer celui qu'il avait cassé il y a quelques jours. Nous venons de recevoir les premières images du bateau de Tiercelin, des images qui permettent de comprendre la semaine que vient de vivre le navigateur français, Alexandre Cara. Un peu comme un bateau fantôme, c'est le navire de Marc Tiercelin qui émerge du brouillard de l'Atlantique Sud. C'était un dimanche, le dernier jour de février, sous gréement de fortune, une voilure bricolée sur un mât brisé, le solitaire malchanceux découvre à l'horizon la silhouette des îles Malouines. 4 jours auparavant, il était alors en tête de la 3e étape. Marc Tiercelin est victime d'un dématage. Après avoir colmaté une voie d'eau, il décide de rejoindre par ses propres moyens Port Stanley sur les îles Malouines pour réparer et continuer la course. À Port Stanley, son équipe technique l'accueille, il est temps de constater les dégâts. Par chance, le solitaire n'est pas blessé. Pour le coup, j'ai entendu le crack, donc je me suis dit tiens, c'est un craquement de plus. Et en fait, tout de suite, très peu de temps après, il y a la tête de main qui a traversé ici. Alors normalement, je suis assis ici, moi, avec, sur les ordinateurs. Le trou, le main est traversé juste là où j'aurais dû être. Donc j'ai eu pas mal de chance. J'étais juste à 1 mètre, en fait. Et il a traversé comme ça. Il a défoncé la table, là elle est soutenue maintenant avec des bouts, mais il a fait tomber la table à cartes, il a arraché la table à cartes et il a été s'arrêter sur les pontiques qui est brisé là-bas. Pour reprendre la mer, le monocoque a besoin d'un nouveau mât. Fabriqué en urgence, celui-ci a quitté Londres hier soir par avion. Il devrait arriver dans l'après-midi à Port Stanley. La réparation effectuée, il faudra à Tiercelin encore 4 jours de mer avant d'atteindre Punta del Este, le terme de l'étape. Si mathématiquement le Français a déjà perdu au Round Alone, voilà un marin dont la volonté peut forcer le respect. En effet, sans Tiercelin, la course en classe 1 serait déjà finie, faute de concurrents. Puis nous retrouvons notre invité, Guy Bedos, qui joue actuellement les prolongations au Théâtre de la Renaissance à Paris. Alors Guy Bedos, vous aimez bien jouer avec votre public, c'est pour cela que nous avons choisi de donner la parole aux spectateurs qui viennent vous voir. Vous allez constater, si vous ne le saviez pas déjà, que votre public est extrêmement divers. Je ne vous en dis pas plus, voici les réactions recueillies par Marie-Josée Jouan et Blaise Grenier à la sortie de votre spectacle. Comment vous le trouvez? Bien. Mais encore? Très bien. Mais encore? Toujours très bien. Bedos joue les prolongations, son public aussi. Éclectique comme les sujets qu'il aborde, tout le monde en prend pour son grade, la fête des mazos. Encore moi! Adieu, je reste! Je l'adore depuis que je suis petit. Je le suis depuis
Une trentaine d'années. 30 ans que j'entends ça. Humoriste, j'aime bien, et homme, encore plus. Ce qu'il a fait là, au niveau des sans-papiers, il a parrainé, c'est important. Avec l'un de mes filleuls congolais. Brave type qui survit ici comme il peut. Ni voleur, ni dealer, ni tueur, non. Carleur, vous voyez, carleur, bon carleur. J'en ai d'ailleurs profité pour le faire bosser au black à la maison. Non, je blague. Il est assez sexy, c'est vrai qu'il a quelque chose... Possible. C'est pas trop mon type. Il vieillit très bien. Je l'aime. Je n'ai vécu que pour les femmes. Mais, comme beaucoup d'adolescents de ma génération, je me suis d'abord énormément masturbé. Des hectolitres de foutre improductifs qui sont déversés dans les canalisations de l'habitation familiale. Je le trouve très méchant. Donc j'aime bien ce qu'il dit. C'est un des rares comiques qui balance des vérités un peu sur tout le monde. Avant, c'était un peu plus sur la gauche. Maintenant, c'était sur la gauche, sur la droite, sur tout le monde, donc c'est génial. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise sur la droite? À part réclamer 1 minute de silence. Je vous pose la question, ce serait quoi la hantise de Chirac? C'est la mairie de Paris. C'est la mairie de Paris. Ils ont tous tapé dans la caisse, qu'est-ce que je vous dise? Il ne pourra pas se cacher longtemps derrière ce nain de Tibéri, forcément un grand couillon. Il dépasse, on voit que lui. Qu'ils arrêtent, nos décideurs socialistes, de pleurer sur le malheur des Algériens et des Algériennes en Algérie, tout en continuant de fournir à coups d'expulsion quotidienne de la viande fraîche au couteau des égorgeurs. Ça me choque et j'aime ça, donc c'est plutôt bien, et je pense que c'est pour ça qu'on aime Dodos. L'an 2000, c'est le siècle où je vais décéder. Si ça se trouve, et ça m'agace. La seule chose qui me console, c'est qu'on va tous y passer. Comment vous avez trouvé Guy Bedos? On peut mieux faire, toujours. On peut mieux faire. Si vous aviez un message à lui faire passer? Accroche-toi. Accroche-toi, un message de Guy à Bedos. On a l'impression que c'est une question qui vous obsède, la durée de votre carrière. Vous dites 30 ans déjà, 30 ans. J'en rajoute un peu, hein. C'est un jeu. C'est-à-dire qu'en fait, je sens que pour beaucoup, je m'incruste depuis trop longtemps. Voilà, ils se disent, mais enfin, qu'est-ce qu'il a à pas mourir celui-là? Il est toujours là, il est à peu près en forme, il est énervant. Et donc, il y a eu des tentatives de certains de vos confrères de la presse écrite de me has-biner, si j'ose dire, sans succès. Enfin, vous les égratignez pas mal, hein, dans votre oui, moi je me plains pas. Qui s'y frotte s'y pique, hein. C'est-à-dire que je me sens un tout petit peu journaliste, alors je donne mon avis sur les choses, et certains pensent, parmi vos confrères, que c'est chasse gardée et qu'un saltimbanque comme moi ne doit pas s'aventurer sur leur terre. Donc voilà, mais je continue à le faire quand même. Guy Bedos, même quand vous ne parlez pas sur scène de politique ou d'évolution de la société, comme vous l'avez fait avec nous, vous évoquez beaucoup le sexe. Est-ce que vous ne seriez pas obsédé? Non, parce qu'un obsédé, c'est une question. Hein. Non, c'est une question, oui, mais c'est une réponse. Non, je suis pas vraiment obsédé, je suis intéressé. Ouais. Intéressé par ces choses. Intrigué. Oui, non, ça reste, je trouve que ça reste une des valeurs sûres, finalement, dans ce monde où tout fout le camp. L'amour, avec un grand A, qu'il faut pas oublier. Mais si c'est accompagné du plaisir, de la séduction, etc., c'est pas mal, hein, ça compte aussi. Ah, je suis d'accord, oui, clairement. Vous avez des fiches sur scène, je sais que vous n'aimez pas cette question. Est-ce que ce sont des anti-sèches ou pas? Franchement, durant toute la soirée, je me suis demandé, a-t-il son texte écrit? Qu'est-ce qu'il y a dessus? Il y a vraiment des textes écrits. Parce que, oui, ce que je dis, c'est que si j'avais des fiches blanches, ça serait le mime Marceau qui aurait peur de trop de mémoire. Mais non, j'ai des textes écrits, mais je les bouscule un peu, ces textes. Mais ça me sert d'anti-sèche, oui, et parce que j'aborde beaucoup de sujets, et puis quelquefois je suis obligé de glisser des sujets qui évoluent, etc. Donc il vaut mieux que j'ai ça, et puis c'est devenu maintenant... ça fait partie du spectacle, voilà, d'ailleurs, vous jouez avec. Voilà. J'ai une question concernant encore le spectacle. Il n'y a pas d'entracte, ou tout au moins il y a un entracte un petit peu particulier, c'est-à-dire que vous obligez les gens à rester sur place. Oui, vous êtes sûr que c'est bien reçu, ça? Apparemment, oui.
Il reste, oui, il n'y a hein. pas eu de plainte. Non, Personne non, n'est parti pendant. Personne ne part et puis se marre. Non, mais en fait, c'est biologique. Ça m'a été imposé par mon grand âge, justement, parce que je me livre à une prestation chorégraphique qui a l'air de plaire, mais qui m'essouffle un peu. C'est vrai, c'est sportif. Hein. Et donc, je ne pouvais pas enchaîner directement. Alors, je suis allé chercher une chaise, et puis j'ai décidé de faire un entracte, et je reste presque une demi-heure face au public, où je papote comme ça, sur les faits du jour ou de la semaine. Bon, eh bien, restez avec nous. On va vous proposer une fin de journal animal, pour ne pas dire bestial. Dans un instant, nous irons en Angleterre découvrir que là-bas, on prend des assurances pour protéger les poules. Mais tout de suite, un reportage sur l'élevage en France, des mulets. C'est très sérieux. Reportage chez un dresseur avec Jean-Yves Perrin, Vincent Maillard. Un peu hésitante, ce sont ses premiers pas dans le vignoble de Banyuls. 5 jours seulement que Ham, mule de 4 ans, laboure cette jeune vigne. Un peu hésitant, Vincent, son guide, a rêvé de ces labours des nuits entières. Retrouver les gestes qu'ont appris les frères Parcet, ses associés. Ses aînés aussi. Ils avaient une mule jusqu'en 84, ils travaillaient avec elle, ils ont approuvé l'envie de Vincent. L'histoire d'acheter une mule à Banyuls, c'est à la fois pour renouer avec une vieille tradition et en même temps pour préparer l'avenir, dans le sens où c'est une belle alternative aux techniques chimiques de désherbage. Et puis c'est vrai que sur Banyuls, ça correspond à une réalité parce qu'on a quelques difficultés à faire passer les engins qui roulent. Sa mule, il l'a trouvée ici, dans l'Ariège, chez Olivier Courtiade, le dernier dresseur de mulets qui exerce en France. Ce jour-là, il débourrait un mulet désobéissant pour le compte d'un particulier. Il a 1 mois et demi pour lui faire le caractère. 25 ans de métier, ça aiguise le coup d'œil. Laisse le filet là, remontez. Hop. Là, c'était la première fois qu'il avait un mort et des guides. Donc, assouplissement de la bouche, de la nuque et latéral. Apprendre à s'incurver. Les chevaux sont beaucoup plus craintifs et moins intelligents. Ils assimilent moins vite. Et plus craintifs surtout. Quand on dit une tête de mule, ça veut dire que c'est un animal intelligent et les hommes n'aiment pas les êtres intelligents. Parce qu'ils ne peuvent pas les soumettre. Ça c'est bien, tu vois, il cède. Là il cède de plus en plus et ça c'est bien. Et puis il est sur 3 pieds, ça veut dire qu'il est au repos. Ça me plaît comme attitude. Il mâche son mort, il est détendu, c'est bien. Puis il sait que c'est fini. Là il est parfaitement calme. On remonte, c'est bon, caresse-le. Et c'est bon. Allez. Olivier n'a jamais eu de tracteur. Quand il a hérité de sa ferme de 20 hectares, moitié en pré, moitié en forêt, il a choisi de limiter les investissements. Un sou de gagné, c'est aussi un sou qu'on n'a pas dépensé, a-t-il l'habitude de dire. Sa méthode, pour dresser les animaux, les faire participer à tous les travaux de la ferme. Charrier le fumier 2 fois par jour, labourer les quelques parcelles cultivables, débarder les fûts de sapin abattus par la dernière neige. Il y a de quoi faire voir aussi à ses stagiaires. Quand elles se tournent, c'est qu'elles n'aient pas un antérieur dans les chaînes. Oui. Ses revenus sont modestes. Il vit de la vente des animaux qu'il dresse, des mulets, mais aussi quelques bœufs. Ses clients, des particuliers, des metteurs en scène de cinéma qui ont besoin d'attelage et de plus en plus d'agriculteurs. J'ai passé un temps où les seuls animaux que je dressais servaient au loisir uniquement. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que ce soit pour le débardage en forêt ou que ce soit pour l'agriculture biologique en particulier, j'ai des demandes de plus en plus nombreuses qui sont doubles parce qu'en fait, il faut fournir et l'animal qui convient et la formation pour le pilote. Parce que c'est pas évident, surtout quand on sort d'un milieu urbain, et même quand on est un agriculteur d'un certain âge, c'est-à-dire jeune, qui n'a pas vécu les animaux de trait, c'est pas du tout évident de se remettre, de devenir animalier. L'acceptation. Car vivre avec des animaux à demeure, leur parler, les soigner, cela s'apprend. Une tâche quotidienne, quelquefois fastidieuse, que certains acheteurs oublient régulièrement. Allez, petit mulot, t'as eu ta séance de caréssothérapie. Il faut leur rappeler, Olivier le sait bien, lui qui vit avec eux toute l'année.
Bon, on passe à présent des mules aux poules, une poule britannique qui illustre bien l'immense passion que les Anglais vouent aux animaux. Le propriétaire d'un pub a assuré pour 20 000 francs une poule qu'il considère comme sa fille. Ce n'est pas une plaisanterie, l'histoire est vraie et elle nous est racontée par Étienne Lénart. Vous connaissiez ma poule. Maurice Chevalier aurait pu dédier sa chanson à Violette, la plus célèbre des poules d'Angleterre, depuis que son propriétaire, un patron de pub de l'Essex, a dépensé 20 000 francs pour assurer son bipède. Le contrat précise qu'il touchera 10 millions de francs en cas de vol. Alors, gros coup de pub ou coup de cœur? Violette fait désormais partie de notre famille et je prie le ciel pour qu'il ne lui arrive rien. Cette poule est précieuse pour nous. Elle n'a pas de prix. Des histoires comme celle-là, l'actualité britannique en regorge. Du chien Zabi, récompensé pour avoir perdu 25 kilos en quelques semaines, au chat Humphrey, locataire des gouttières du 10 Downing Street, la résidence du Premier ministre, et dont la disparition avait entraîné une très violente campagne de presse. En passant par la cavalcade effrénée de 2 cochons promis à l'abattoir et qui avaient tenu en haleine tout le pays pendant une semaine. En Grande-Bretagne, les animaux sont des stars et on les traite comme tels. Un enlèvement est toujours possible, car Violette, comme d'autres animaux, est aujourd'hui devenue une star. Elle est donc assurée contre l'enlèvement et nos conditions d'assurance sont très précises. Mais comme toutes les stars, ils ont aussi leurs humeurs. Fernand le Faisan vient lui de faire les gros titres parce qu'on l'a surpris, vidéo amateur à l'appui, en train de harceler le facteur du village, obligé à plusieurs reprises de battre en retraite. Aux dernières nouvelles, le courrier n'est plus distribué, le village est en colère et aucune assurance ne couvre les facteurs contre les agressions de faisans et autres gallinacés. Ça vaut bien la vache à Jospin, hein? Moi j'adore les animaux, mais il ne faut pas que ça devienne pathologique non plus. Ça vous afflige là, hein? Oui, non mais parce que, comment dire, on peut aimer les... Moi j'ai 2 chats, 2 chiens, et ils sont, je crois, très bien traités, ils ont beaucoup de place à la maison, mais... Vous ne les avez pas assurés? Non, non, et puis il n'y a pas une canonisation comme ça des animaux. C'est quand même, ça prouve un dérapage mental assez fort. Guy Bedos, merci d'être resté en notre compagnie pendant tout ce journal. Je rappelle que vous êtes au Théâtre de la Renaissance jusqu'au 10 avril. Merci beaucoup, ça nous a fait plaisir. Merci. On termine par un mot de la Bourse de Paris. Le CAC